Cet épisode du podcast est sponsorisé par American Canning. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Et comment on fait pour boire 40 bières par jour tout en travaillant ? Je tiens un bar. Mais non, t'es fou, jamais l'alcool pendant le service. Moi, une petite bière plutôt. La carbonate, c'est comme le pot-au-feu, mais avec de la bière. Vous avez vu comment j'ai refusé la 5e bière, Antoine ? Hein ? Ferme. Mais prenez pas comme ça fait de la mousse. Faites couler la bière. Ces hommes sont assoiffés. L'alcool, la cause et la solution de tous nos problèmes dans la vie. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Siroton le Houblon. On débute la saison 7 avec Rémi de la Malpolon. Salut Rémi. Salut Siroton le Houblon. Salut aux auditeurs aussi. Salut à toi, buveur de bière. Comme je disais, donc, tu es fondateur de la brasserie La Malpolon. Ouais. Donc là, on enregistre dans ta très jolie taproom à côté de la brasserie. On est à La Vérune, juste à côté de Montpellier. Voilà, à 10 minutes, c'est limitrophe. Dans un village encore un petit peu rural. Ouais. Est-ce que, dans un premier temps, tu peux juste te présenter rapidement, après on va venir un peu plus en détail sur la brasserie, son histoire et ainsi de suite, mais commençons par toi. Bon, Rémi Gliozzo, plus de 45 ans, moins de 50 ans. Ma brasserie, je l'ai créée il y a 7 ans, donc j'ai une autre vie avant. Je suis natif de Montpellier, j'ai fait mes études à Montpellier. J'ai passé ensuite une quinzaine d'années à Paris dans les métiers de la gestion d'entreprise, gestion financière, contrôle de gestion, des choses comme ça, en conseil, dans les assurances ensuite. Et puis après, 2015, j'ai découvert la craft. J'ai découvert le brassage amateur. Et puis, j'ai eu envie de me lancer aussi, comme beaucoup, en découvrant un peu la bière et un peu l'Eldorado de la craft en France. Donc je suis un peu la deuxième vague, on va dire. Ouais, tu considères la première vague comme quoi, peut-être la première vague, c'est les pionniers, après 2010, ou 2012, avant ça, voilà. Mais après 2010, les Outland, les Garrigue. Après il y avait quelques historiques un peu, mais voilà les premiers qui sans qui on n'aurait pas découvert aussi, quoi. Voilà, donc, Et avant de te lancer du coup dans l'aventure La Malpolon, tu disais que tu as découvert un peu la craft comme ça. C'était quoi ton rapport à la bière Alors mon rapport à la bière, alors oui, c'était assez étrange. J'aimais pas les bières belges. Je trouvais ça vraiment pas bon. Pour moi, en fait, j'aimais bien les bières, les lagers simples, voilà, les bières de soif. Mais j'aimais tout ce qui était lef, les bières d'habits de supermarché. Je trouvais ça, mais horrible. Vraiment, c'était le truc que j'aimais pas boire. Les bières aromatisées non plus. J'aimais bien boire ma bière tranquille, simple. Et puis produit rafraîchissant. Voilà. Et puis après j'ai découvert les bières artisanales avec de la variété, les IPA, et c'est vrai que c'est plutôt par l'IPA que je suis rentré dans la comme beaucoup de monde, je pense, de cette génération de consommateurs de craft. On a un peu découvert les IPA 2014-2015 avec moi, c'est les premières. C'était la Goutte d'Or aussi que je commençais à boire aussi dans mon quartier à Paris. Et puis après, si j'aimais la Guinness aussi. Voilà. Oui. C'était en fait, en gros, moi j'allais dans les bars à bière, mais je goûtais pas grand chose. Et après, mais par contre la Guinness, oui, ça c'était le truc que j'aimais bien. Ça. Voilà, quand on voulait boire une bière de qualité, c'était on buvait une Guinness, quoi. Ouais. Un peu changé maintenant. Ouais, j'ai eu ma période 8-6 aussi, mais pas vraiment, pas longtemps, et après 2 cuites, j'ai arrêté. Donc tu disais, tu étais sur Paris, mais tu es quand même montpelliérain d'origine. Oui. Tu es revenu du coup aux sources pour monter la brasserie. Voilà, oui, exactement. Ouais, c'était un double projet dit, quoi. Comment ça s'est passé pour la création de la brasserie ? À quel moment tu t'es dit, bon allez, il faut que je me lance, je crée ma
Donc moi, voilà. Pour la création de la brasserie, alors il y avait déjà il y a un historique familial de connaissance de l'entrepreneuriat. Et donc moi, j'avais toujours en tête dans la vie de me lancer, un jour d'avoir mon entreprise à moi. J'ai toujours été intéressé par comment se font les choses. C'était pour ça que je n'étais pas en finance de marché, mais en finance d'entreprise pour bien comprendre comment se constituer l'activité de l'entreprise. C'est toujours ça qui m'a intéressé. Et puis donc là, en découvrant la bière, je me suis dit, tiens, c'est un produit que j'ai envie qui m'intéresse, dont j'ai envie... Enfin, je serais content de le fabriquer, je serais content de le vendre. Et donc, c'est avec la rencontre de cavistes, du milieu de la bière de l'Est, nord-est parisien, dans ces années-là, 2015-2016. Et puis, bon, moi, j'ai eu des péripéties personnelles qui ont fait que ça a été un peu une urgence pour moi de me lancer, de changer de vie, voilà. Donc voilà, des péripéties. On pourra passer sur le sujet, mais voilà, c'était un peu une urgence pour moi de changer de vie et de donner un peu plus de sens à mon travail quotidien, et l'envie d'être créatif et aussi de gérer, d'être responsable de la totalité des opérations de mon destin, quoi, de mon destin professionnel en tout cas. Le nom de la brasserie, la Malpolon, ça vient de la couleuvre de Montpellier, si oui, je dis bêtise. Exactement. Pourquoi ce symbole en particulier? Alors, c'est quelque chose, j'ai vraiment réfléchi assez longtemps. J'étais encore à Paris avec les derniers mois où j'ai passé à Paris. Je réfléchissais beaucoup au projet. Et donc, en fait, c'était un peu la synthèse de la vision que j'ai pour la brasserie. C'est donc la Malpolon, c'est le nom scientifique de la couleuvre de Montpellier. Donc, je voulais dire que c'était une brasserie locale qui s'inspire de la nature, mais qui représente aussi un esprit local, mais pas très connu à Montpellier. C'est pas un emblème, la couleuvre de Montpellier. C'est pas un animal totem de la ville. C'est un animal assez furtif d'ailleurs aussi, assez discret, et le nom de le mettre avec le nom scientifique, c'était aussi pour dire qu'on est de Montpellier sans le dire vraiment, et voilà, entretenir un peu de questionnement et de pas être toujours très frontal sur les choses, voilà. Et donc voilà, c'était l'idée d'avoir un nom qui correspond à la vision et à l'ambiance et la façon de faire de la brasserie, et qui est la mienne un peu aussi en général. Alors, je sais pas si tu as commencé comme ça directement mais en tout cas, maintenant, aux yeux de pas mal de consommateurs avertis, la Malpolon, c'est principalement des bières vivantes, des bières un peu sauvages. Alors déjà, est-ce que déjà pour toi il y a eu une inspiration peut-être d'autres univers comme le vin nature, et qu'est-ce qui se cache en fait derrière cette approche de la bière de manière globale? Alors la vision initiale de la brasserie, c'était de proposer des éléments, des bières faites de façon naturelle avec des matières premières locales, et après en proposant une variété de goûts et de surprendre et d'explorer les goûts en général. Donc tout en se basant sur de la tradition brassicole, de l'histoire brassicole. Les gens qui sont passés à la brasserie, qui ont travaillé à la brasserie, sont tous des passionnés de bière. Nicolas, qui est le chef brasseur actuel, est un passionné de bière et d'histoire de la bière et de style de bière. Voilà, c'est vraiment tout ça qui nous intéresse, et après, de pouvoir inventer autour. Mais en gardant la limite de travailler qu'avec des ingrédients locaux. Et ça, en fait, ça nous pousse aussi à aller chercher d'autres goûts
et d'autres et d'être plus créatif parce que ça nous limite pas mal. Et donc à un moment au début de la brasserie, j'ai eu un partenaire qui était vraiment très branché sur la fermentation spontanée et sur les bières dans l'univers du lambic et des blenders. Et lui a développé un peu cette partie-là aussi. Et après, bon, il est parti de la brasserie, mais c'était avant qu'il arrive, j'avais déjà commencé à vouloir travailler sur des barriques locales, parce que voilà, le raisin, l'élevage en barrique, c'était aussi déjà quelque chose qui m'intéressait aussi au début. Mais la base, voilà, ça a toujours été l'idée de brasser tous les styles quand même. Et après, c'est sûr que c'est cette partie-là qui nous a fait plus connaître. Ouais. Oui, parce qu'après, sinon, si on parle d'un public, on va dire, pour les non locaux, on connaîtra peut-être un peu moins, mais il y a la gamme classique permanente, t'as la MPA, on a une Méditerranéenne Pale Ale. Exactement, qui est brassée avec des houblons catalans. On a une saison avec des céréales crues locales. Toutes nos malteries, tous nos malts sont des malteries artisanales indépendantes, assez proches. On travaille qu'avec des houblons français et alsaciens. On a fait une bière de garde, on a une IPA mais qu'avec des houblons français, parmi les premières en tout cas, je crois que Ninkasi en a sorti une qui s'appelait French IPA, mais c'est à peu près au même moment que nous. Et on a aussi une blanche au fenouil aussi, voilà, donc ça c'est vraiment typique, mais c'est des bières simples, assez accessibles pour tout le monde, mais qui avec un truc en plus quand même qui permet aux amateurs éclairés de goûter un peu la... D'y trouver un petit peu d'intérêt, voilà. Et pas se dire c'est une énième blanche, voilà. bière de couleur. Voilà. Oui, l'ambré, c'est une bière de garde. Voilà. La bière de garde ambrée, où on n'est pas nombreux à en faire dans le sud. Donc, voilà. par contre, comme tu dis, il y a toujours cette envie de s'ancrer dans le terroir local. Donc voilà, les maltes, c'est pour ça qu'on travaille toujours avec la même brasserie pour les maltes spéciaux, la malterie des Volcans en Auvergne. Parce que ça donne une certaine typicité aussi à nos bières, quoi. Et ce choix justement d'ingrédients locaux, je pense notamment d'aller chercher du houblon local ou français en tout cas. Ouais, voilà, français, espagnol. C'est aussi une juste contrainte, à l'allemand. non, Ah oui, c'est une grosse contrainte sur la... Enfin, pas de créativité, mais de compétitivité aussi, gustative aussi. Après, ouais, c'est difficile de... C'est pour ça qu'on n'a pas axé la brasserie uniquement sur l'IPA, parce que tourner sur 3-4 houblons, c'est un peu difficile. Au bout d'un moment, on a vite fait le tour, même si le mosaïque, le citra, et les gens ont fait le tour aussi, mais c'est toujours pas fini. Ouais. Mais voilà, on a toujours voulu, toujours considéré les styles de bière et tous les ingrédients comme étant à mettre en valeur d'une façon ou d'une autre. Donc, soit les levures, soit les maltes. Dans notre gamme éphémère sur les bières simples, on essaie toujours d'avoir une acide, une maltée et une houblonnée, quoi. Voilà. Okay. C'est tout. Pour autant, en dehors de de tes bières vivantes et de ta gamme plus, on va dire, traditionnelle locale, oui. Dernièrement, tu t'es quand même retrouvé à sortir des produits un peu plus dans l'air du temps, de la craft, oui. toujours en ayant tes contraintes. Donc là, dernièrement, on a vu le West Coast IPA, IPA, t'as fait la triple IPA, t'as fait pas mal de choses. Ouais. Ça doit être un challenge quand même, non ? Oui, alors, c'est toujours un challenge, parce qu'on essaie de brasser de façon traditionnelle, c'est-à-dire que aujourd'hui, on s'en rend pas toujours compte, mais il y a beaucoup d'ajouts pour obtenir. Les brasseries aujourd'hui craft travaillent plutôt avec une vision produit fini plutôt que noblesse traditionnelle. C'est une démarche que je ne critique pas, hein, parce que c'est des approches complètement différentes. Mais voilà, nous, on part des ingrédients bruts pour essayer de coller au style. Donc d'arriver à faire des NEPA ou des IPA un peu plus fortes sans rajouter
d'édulcorants de type maltodextrine ou de monter le taux d'alcool mais sans apporter trop de malt, en rajoutant un peu de sucre. De ne pas utiliser de houblon liquide, mais que des houblons empelés. Même maintenant, on utilise même des fleurs. Maintenant, on redescend encore on travaille avec des fleurs de houblon entières. Voilà, on cherche pas à copier les maîtres du style qu'on aime bien aussi, hein, mais plutôt de se rapprocher du style en faisant à notre sauce, avec nos contraintes, et finalement on a des retours assez positifs dessus, hein, puisqu'on nous en demande et redemande. Donc on continue. Nous, ça nous plaît bien parce que c'est aussi variée, en plus. Voilà. Et puis pour nous c'est toujours un challenge de brasseur. C'est pour ça qu'on est toujours à essayer de faire mieux, de remettre en question les méthodes de brassage ou de houblonnage. Moi, par exemple, je me tiens au courant aussi des nouveautés technologiques et de voir comment on peut aller les chercher un équivalent naturellement, quoi. Par exemple, il y avait eu, on suit les nouvelles levures, il y avait les levures qui travaillaient les précurseurs de thiol, avec la transformation la biotransformation. Et donc, moi, ça m'avait intéressé. Et j'avais vu que certains utilisaient des poudres de Sauvignon de Nouvelle-Zélande. Voilà, la marque Fantasme. Et moi, ça m'avait poussé à faire l'expérimentation l'année dernière de faire des grape ale, des grape IPA mais directement du marc de frais de raisin plutôt que du marc en poudre. Qui vient de Nouvelle-Zélande. Donc, mais par contre, voilà, j'avais bien lu la technologie, l'aspect technologique du truc. Et donc, chaque fois, nous, on essaie d'avoir, de continuer à s'amuser, s'étonner aussi sur ces recettes-là. Après, voilà, il y a des choses où on va essayer d'avancer sur ces styles-là, et puis d'autres où on va creuser les détails, essayer de faire un petit peu mieux à chaque fois. Sur les pils ou les choses comme ça, sur les Italian Pilsner qu'on travaille. On en est à la troisième fois il y a la troisième brassin qui est en cours. Voilà, on essaie à chaque fois, là, c'est des réglages plus fins. Voilà, essayer de dire qu'est-ce qu'on peut rajouter, comment on peut faire, et tout ça, et de regarder tous les éléments. T'arrives à être complètement critique comme ça sur les bières que tu as fait, et de dire, je suis pas complètement satisfait, faut que je puisse encore modifier un truc. Typiquement, là, on parle des Italian Pilsner, la dernière en date, c'était la Vassano, que j'ai vraiment très bonne. Il te manque un truc. Moi, j'ai trouvé super aussi. C'était j'aurais aimé un petit peu plus clair encore. Mais bon, voilà. C'est du détail. Voilà, soit on essaie de faire des recettes sur lesquelles on va vers l'inconnu, mais on a toutes les bases pour pouvoir réfléchir et essayer de faire ça bien, ou on essaie d'améliorer, de faire de l'amélioration continue, de revoir des choses. Mais après, voilà, on fait aussi avec les contraintes du marché, de pouvoir proposer des choses qui vont se vendre aussi. C'est sûr que dernièrement, qu'est-ce qu'on m'a demandé, une bière qu'on avait bien vendue, qu'on a réussi à faire une fois. Oui, c'est une grisette qui est encore en vente. La Thalie, qui est une grisette de coupage avec un dry hop. Et oui, c'est un distributeur suisse qui m'a demandé, est-ce que tu pourrais nous en faire 1000 litres? Je dis, non, si on en refait, c'est 2000, et on a fait une fois par an. On va faire une grisette par an, parce qu'on sait que derrière, quand on a eu, en 7 ans d'existence, on a fait deux fois le test de refaire un truc éphémère sur quelque chose d'un petit peu... d'un peu moins évident commercialement. Et on a un marché, puis on arrive à le faire une fois. Il faut attendre que ça va pas devenir un classique. Donc on laisse passer un petit peu, et on attend un peu pour refaire ce style-là. On va attendre un petit peu que l'envie revienne chez les clients. Et voilà. Dans la même série que la Thalie, tu avais d'autres bières, notamment
la Neipa dont je me souviens plus le nom. Aglaé, oui, alors Aglaé, c'était une série de 3 canettes Ouais. qui était basée sur les 3 grâces de Montpellier, mais avec un petit rappel à Paris, puisque c'était pas la place de la Comédie, il y a les statues des 3 grâces à Montpellier, et là j'avais pris les 3 grâces peintes par Lucas Cranach, qui sont exposées au Louvre. Voilà. D'accord. Donc on avait retravaillé ça en design, et donc c'est le nom des 3 grâces: Aglaé, la Neipa, Euphrosine c'était la West Coast, et Thalys c'était la Grisette. Donc ouais, la Neipa, là aussi on a travaillé avec des houblons de chez Open, vendus par Open, qui est un revendeur et transformateur de houblon français, et un peu qui s'ouvre un petit peu aussi en Espagne maintenant et un petit peu en Allemagne. Et donc là on avait des variétés justement qui étaient intéressantes d'avoir, des variétés d'origine du plutôt côté Pacifique. Donc là il y avait du Sorachi et l'équivalent du Rakao, avec son nom Alpha Roma, qui est le nom non protégé. Ok, je savais pas que c'était... Rakao, c'est le nom qui est protégé, mais pas la variété. Et la variété, c'est Alpha Roma. Donc c'était intéressant d'aller chercher ces deux variétés-là. Aussi, non ? Et du Cachemire, qui est une variété américaine. Voilà. Ça qui est intéressant, c'est de pouvoir aller chercher des variétés des fois un petit peu... Ces 3 houblons qui étaient cultivés en France ou en Espagne. Une mouche dans le micro. Ouais, en Espagne. Voilà. Et donc, tu arrives là-dessus à avoir des rendus aromatiques qui sont quand même suffisants. Oui, alors voilà, c'est toujours... Nous, c'est un peu la difficulté d'aller chercher des grosses quantités de houblons, parce que sur les houblons, sur les variétés... sur ces types de variétés-là, si on en rajoute trop, il faut faire attention de ne pas les laisser trop longtemps, pour pas avoir trop de verre, pas trop de hop burn non plus. Donc, il faut faire... Nous, c'est rare qu'on fasse du gros triple d'Ariop, du 30 grammes par litre et tout ça, parce que derrière, on va augmenter le côté fruité, mais on va augmenter d'autres... Mais d'autres facteurs du houblon. Voilà, d'autres du côté herbacé, un peu vert parfois, qui sont pas, qui ont pas un côté trop végétal qu'on va pas forcément rechercher sur ce type de bière. Oui, après bon, il y a toujours des intérêts de certaines brasseries à faire des dry hop à 25-30 grammes par litre, ça va faire un truc explosif, mais c'est pas parce que tu fais une Neipa que tu es obligé de monter aussi haut. Non, des Neipa aromatiques très sympas sans et puis c'est ultra chargé, quoi. C'est pas notre promesse habituelle. Oui, en plus. Mais c'est quelque chose qui nous intéresse dans l'avenir de faire aussi, mais il faut qu'on arrive à doser justement les variétés et les temps de contact dans la bière et tout ça. Donc là, on commence à explorer quelques variétés allemandes aussi, parce que c'est vrai qu'on commence un peu à faire le tour. Voilà. En 7 ans, bon, Elixir, on adore. Barbe Rouge, c'est un peu plus difficile à travailler en alsacien, mais voilà, on en consomme toujours beaucoup, du Mistral, de l'Aramis, du Triskel, en complément pour rajouter un côté un peu plus herbacé justement sur des IPA. Le Cascade de Chinook, oui, c'est très bien, le Centennial aussi, mais il faut qu'on tourne un petit peu. Et donc là, on commence à essayer d'explorer le Solero, Mandarina Bavaria, Ariana, quelques variétés allemandes. Peut-être on va regarder aussi la Slovénie aussi. Je crois que dire, en Slovénie, t'as pas des Styrian Wolf, des choses comme ça. Voilà, donc ça, on attend un peu la prochaine campagne la prochaine récolte de houblon pour essayer aussi sur des choses un peu plus fraîches. Et voilà. Et alors pour en revenir après aux bières du chai, quel est ton... parce que le terme est adapté, mais ton processus créatif pour choisir soit les barriques à conditionner, les barriques à assembler, ou genre les fruits à ajouter. Alors c'est un travail que fait Nicolas, un travail préparatoire. Donc en gros, on a un catalogue, on essaie de sortir 2-3 nouveautés par trimestre. On fait ça en fonction des stocks aussi. Quand on commence à arriver au bout d'un certain style, on essaie toujours d'avoir de la variété, d'avoir des
des farmhouse, on va dire, sans fruits, sans ajouts, bien que ça soit de plus en plus difficile à vendre, alors que c'est des bières qui sont fruitées, vineuses, complexes et autres, mais il y a un peu moins l'appel du fruit. Mais c'est toujours bon de savoir qu'un brasseur peut faire des bonnes bières sans mettre 3 tonnes de fruits. Néanmoins, voilà, donc on essaie toujours d'avoir ça. On a ça plutôt un peu en classique, c'est-à-dire qu'on a la saison du chai qu'on a chaque année. On a donc là un foudre qui est dédié en partie à ça, des barriques qui sont dédiés à ça aussi, sur lesquels on garde des levures de façon perpétuelle sur qu'on re-remplit, qu'on vide pas en entier, donc c'est un peu en façon Solera. Et après, on ajuste avec des barriques de bière acide ou d'autres saisons qu'on peut avoir. Mais en fait, voilà, on a deux filières principales. On brasse de la saison, et après, on brasse des bases qu'on va appeler, nous, des bases acides, avec des variantes pour les projets de bière acide, et des saisons pour les projets avec des bases saisons. Voilà. Et après, on a les Grey Pale, où là, c'est en fonction des vendanges et des rencontres avec les vignerons qu'on peut avoir. Pour le stock de barriques, là, c'est des barriques locales. Alors là, soit on connaît les gens, pourtant, pour les sourcer les barriques de blanc, c'est un petit peu compliqué. Donc là, on cherche plutôt des gens qu'on connaît. Qu'on sait qu'ils vont s'en débarrasser de temps en temps, et là on les prend quand elles sont là. Et après, quand on a besoin de refaire le parc de barriques, parce que les barriques, c'est bien de faire 2, 3, 4 passages, mais pas plus. Après, elles perdent un peu le côté vineux, elles sont un peu trop imprégnées. Et puis, il faut, vu que la brasserie elle a été connue aussi avec des barriques neuves au départ, il faut qu'on ait toujours un peu aussi retrouvé la trame de barriques d'origine vineuse un petit peu. Si on n'a que des barriques qui ont été un peu rincées sur ce côté-là, ça peut changer le profil de nos bières. Et donc oui, sur les barriques de rouge, alors là, notre ami, c'est un peu le Bon Coin, quoi. Ah ouais. Voilà, parce qu'on va les chercher quand on en a besoin. Et là, on prend un peu, on regarde un peu ce qui s'offre à ce moment-là en revente. Hein. On n'est pas à chercher, vu que là-dessus, sur les barriques de rouge, c'est souvent, on va les nettoyer, on va les vider. On ne cherche pas à marquer particulièrement et à dire je veux avoir tel domaine ou tel autre domaine. Vu qu'en plus, nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est notre travail de brassage, nos levures maison sur les bières sauvages, enfin sur les bières rustiques, la façon dont on fait les assemblages. C'est ça qu'on veut mettre en avant. On ne veut pas dire ah oui, mais ça a été élevé dans. C'est rare qu'on fasse du monobarrique, c'est rare qu'on fasse ce genre de choses. Donc on va prendre des barriques de vin de la région, mais on va pas dire, voilà, on cherche pas à mettre en avant la barrique, barrique de tel. Uniquement de la barrique de vin, du coup, blanc-rouge ou voilà, on a quelques fois, mais ça aussi c'est difficile à sourcer, c'est de chercher des barriques de spiritueux ou de vin doux naturel. Donc on a déjà fait du Banyuls et du Carthagène. On a fait aussi d'anciennes barriques de whisky ou de bourbon. C'était de whisky, mais qui avait été repassé dans du Rivesaltes. Voilà. Mais là, on est en train de regarder pour ressourcer quelques barriques comme ça de Banyuls ou de vin doux naturel. J'ai cherché du rancio, c'est pas évident, voilà. Mais voilà, c'est un travail un petit peu compliqué quand on veut sourcer un peu en direct pour avoir un prix aussi à peu près correct. Oui, bien sûr. Et rester dans le local. Le pire, enfin, mon Graal, c'est un peu de trouver une fine du Languedoc. Une barrique de fine du Languedoc, mais bon, ça c'est un peu introuvable. Tous les ans, j'envoie des mails, j'essaie de passer 2-3 coups de fil. Mais dans l'espoir. Je fais un peu chou blanc à chaque fois, quoi. Donc bon, peut-être on aura du whisky occitan ou un truc comme ça. Bon, ben voilà, ça sera déjà ça, quoi. Ça sera sympa. Tu sais combien tu as de barriques dans le chêne actuellement ? En ce moment, on a un foudre de 2000 litres, on a une douzaine de grosses pièces de 500-600 litres.
Et une cinquantaine de barriques de 220, 225. Ouais, ok. Voilà. Envie de donner un coup de boost à votre production? Découvrez les machines de mise en canette American Canning Machines, directement conçues à Austin, au Texas. Compactes et performantes, elles s'intègrent partout, même dans les espaces les plus petits. Fini la complexité. Avec des commandes intuitives et un faible coût de maintenance, votre équipe se concentre sur l'essentiel, le brassage. Nos machines garantissent une qualité de remplissage impeccable, préservant la fraîcheur de vos boissons, qu'elles soient plates ou pétillantes. Et on vous accompagne. Notre équipe en France est là pour l'installation et le suivi. American Canning Machines, des encanneuses simples, robustes, abordables et parfaites pour les microbrasseries. Prêt à produire plus, gaspiller moins et goûter la différence? Contactez-nous sur europe@canwithacm.com. Si tu devais choisir une bière qui pour toi symbolise le mieux la philosophie de la Malpolon, tu prendrais quoi? Ah, je pense que ça serait la saison du Chai, quoi. Ouais. Ouais. Non, c'est Voilà. quoi la saison du Chai? C'est une saison éphémère, c'est une permanente du Chai, en fait. Ok. Qui revient qu'on fait chaque régulièrement année. avec un assemblage différent, oui. Ouais, où on essaie d'avoir de la continuité, de faire un peu mieux à chaque fois, qui reflète bien l'esprit de travailler avec des levures, enfin avec le travail des levures, le travail d'assemblage, l'aspect local, l'aspect historique, mais réinventé un peu, parce que c'est quand on s'intéresse un peu à l'histoire des saisons, des bières saisons et des bières rustiques, il y a beaucoup de romantisme derrière, même dans toutes les histoires de vieilles bières anciennes, il y a souvent des jolies histoires qui font rêver. Ben voilà, bon, on y participe aussi. On cherche pas forcément l'authenticité historique, mais plutôt l'authenticité des méthodes et du goût, quoi. La brasserie, elle brille assez régulièrement parmi les rares brasseries françaises, or si ce n'est pas la seule brasserie française, qui sont invitées dans des festivals internationaux, souvent assez prestigieux, sur des bières sauvages, ce genre de choses. On n'est pas les seuls. Non, pas les seuls, mais oui, alors peut-être c'est parce qu'on aime bien se balader. Hein. Ouais. Peut-être les autres refusent d'y aller. Et pour toi, est-ce que mais ça, oui, alors ouais, ça veut dire quelque chose en particulier alors déjà pour toi en tant que brasserie qui produit ce type de bière, et est-ce que tu penses que ça veut dire quelque chose aussi sur peut-être le marché pour ce type de bière sauvage en France, par rapport à ce qui se fait aux alentours pour être assez transparent, on fait des assemblages d'à peu près. Alors moi je pense que pour faire des bons produits et avoir un chai un peu entre guillemets rentable, il faut faire des assemblages parce que toutes les barriques ne sont pas les meilleures. Donc l'intérêt de l'assemblage, c'est aussi d'avoir 2 barriques moyennes et d'en faire un bon produit, avec 2 autres qui sont bien meilleurs. Ouais. Voilà, et d'avoir un produit équilibré. Et par contre, si on se retrouve avec un batch de 800 litres, 1000 litres, le marché français, pour une brasserie un petit peu connue comme nous, c'est 300 litres. Ouais, c'est vraiment, donc il faut aller chercher. Voilà, c'est vraiment un produit de niche parce que en fût, il n'y a pas beaucoup de bars qui en passent. La cave, c'est un peu plus compliqué. Il faut vraiment, c'est la bière un peu chère. Même si on n'est pas les plus chers, on n'est pas les moins chers non plus. C'est toujours un investissement pour quelqu'un qui ne connaît pas. Donc, dire je vais acheter une bouteille de bière à 15, 17, 18 euros. Oui, alors que dans l'esprit des gens, 75 de 20, euros, tu peux l'avoir, ça. T'as des gens qui disent on a une 75 de 20 très correcte, des fois à moins de 10 balles. Oui. Ils sont pas ils n'ont pas en tête le fait que tu puisses avoir de la bière qui soit plus chère que ça, quoi. Voilà, donc il faut aller chercher un peu les amateurs où ils sont. Oui. Quoi. Donc nous, on travaille sur 6, 7, à peu près 5-6 pays en Europe. Et puis les marchés un petit peu asiatiques et États-Unis, et Québec. Mais Québec, c'est une demi-palette par an. Ouais. États-Unis, on a envoyé une fois. On a nos confrères de Sacrilège qui ont commencé un peu plus tôt que nous sur ce marché-là. Et puis après, Europe. Il faut
chaque fois aller défricher un petit nouveau territoire, essayer d'arriver à envoyer une palette par an dans chaque pays. Et du coup, tu dois multiplier un peu les marchés export parce que c'est que des petits marchés partout ailleurs, ou est-ce que tu penses qu'il y a quand même des marchés ailleurs qu'en France qui sont plus matures pour ce type de bière? Non, ça reste de la niche partout. Ouais, c'est vraiment de la niche partout. Enfin, la Chine, on envoie c'est deux palettes, 3 palettes par an, quoi. Ils sont nombreux quand même, les Chinois. Oui. Voilà. Est-ce que tu sais à combien ça sort une bouteille de la Malpolon en Chine? Ça doit sortir à 25 balles. Ouais. Je sais qu'à Séoul... Pas sûr qu'ils puissent tous bien sûr. Plus, mais ils sont nombreux quand même. Ouais, donc, voilà, je pense qu'il y aurait de quoi faire mieux, mais voilà, la difficulté. Je pense que la difficulté, c'est d'avoir un produit un peu complexe qui déroute. Oui. Qui plaît à des gens un peu qui pensent un peu autrement, en tout cas qui aiment bien se démarquer sur autre chose. C'est dommage que les propriétaires de yachts, les golfeurs, ces gens-là disent pas tiens c'est intéressant comme mais enfin bon, si ça avait été un grand marché, le lambic aurait pas failli disparaître, quoi. Oui. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas de surprise particulière. Ça ne sera jamais un produit de grand public qui a ses défauts d'être acide sans être très sucré. Voilà, ça c'est le principal défaut, c'est que c'est pas assez sucré. Voilà. Oui. Là, actuellement, tu penses que sur cette gamme bière Duchesse, tu as une majorité d'export plus que de vente en local? Je pense qu'on est en 5. Alors, en direct à la brasserie, on n'est pas si mal. Je pense que c'est un des premiers clients. C'est la vente directe parce que les gens connaissent. Et au fur et à mesure, on a des personnes qui découvrent à la taproom et qui découvrent localement. Je pense que le marché export, ça doit être la moitié. Hein, quasiment. Quasiment. Et alors même, avec un peu le côté atone de la cave actuelle fait que puis en plus il y a eu beaucoup de monde qui s'est mis à en faire aussi. Oui, on a eu une sorte de sentiment que ça se développait, que ça commençait à prendre il y a quelques années. Il y a plein de brasseries qui se sont dit allez, on va lancer notre programme de bière de chai, bière sauvage et compagnie. Et au final, ça n'a pas si pris. Mais parce que c'est difficile à vendre parce que c'est si on prend quelqu'un qui rentre dans un magasin de vente chez un caviste, il vient en voulant acheter une bière ou il vient en voulant acheter du vin ou un spiritueux. Et là, on leur propose quelque chose qui n'est pas forcément ni l'un ni l'autre. Ouais. Et il n'arrive pas avec ça en tête. Voilà, il arrive, comme on disait, avec 8 €. Quand il vient chercher une bière, c'est 8-9 € pour 75 pour un repas avec des copains. Il n'a pas envie de faire des surprises forcément bien sûr. Et autres. Donc, je pense que les endroits où ça marche le mieux, c'est chez les cavistes qui sont passionnés. Qui savent expliquer le produit, qui savent placer ça en vente complémentaire pour la découverte et qui savent dire tiens, toi qui t'aimes bien les vins nature, t'aimes bien les pet nat, ou je vois que t'aimes bien certains trucs un peu originaux et qui ont la confiance de leur clientèle. Bien sûr. Ils arrivent à proposer ça, voilà, quelqu'un qui savent qu'ils ont un budget de 60 balles, mais il a pris son vin, il a pris sa bière normale, et ben il rajoute ça en plus, et qui a l'habitude qui ont les clients qui ont l'habitude de se laisser un peu guider, conseiller, voilà. Mais tout seul dans un rayon, c'est un peu plus difficile. Est-ce que tu dirais que tu as limite presque plus sur cette gamme-là, en tout cas, d'affinité avec les cavistes et les consommateurs vin nature que le consommateur bière lambda, on va dire? Oui, clairement, mais à la fois... c'est dans ce type de cave mixte qui font bière et vin. T'as peut-être justement la clientèle aussi plus curieuse et intéressée qui pourrait se laisser tenter par ce genre de produit. Certains pure player bière
Ouais. Ils ne sont pas trop ouverts sont parfois un peu moins ouverts à ça parce qu'ils ont une clientèle qui est venue quand même pour le fruité et pour la triple belge. Voilà, au départ par la triple belge et après en fait il y a toujours ce double truc du fruité fort en alcool. Voilà. Ouais. Et sucré voilà, sucré fort en alcool, fruité et ça. En fait, c'est ce qu'on n'aimait pas chez les Belges, chez certains Belges avant, ce goût un peu bonbon et trop sucré et trop fort en alcool. Et ben, on le retrouve un peu repimpé un peu différemment avec la double NEPA, pas amère, fruité et forte en alcool. Oui, bien sûr. Voilà. Et avec tous les smoothies sour, pastry. Voilà. Donc cette clientèle-là, non, elle n'est pas trop. Et alors des fois, oui, il y a cette clientèle bière qui était passée et qui est partie maintenant, certains dans le vin aussi. Donc voilà. Donc voilà, on est sur des bières qui sont un peu hybrides, qui cherchent, qui sont entre plusieurs univers et donc voilà, on est bien comme ça. Moi, j'ai pas de projet d'agrandir le chai outre mesure parce que c'est pas en termes de prévision et de management, c'est pas du tout la même chose qu'une brasserie classique. Bien sûr. Voilà, demain on nous dit il y a plus de houblon bio américain. On brassera autre chose. Voilà, on peut passer vite. On peut vite changer de choses. Moi, si on me dit oui, mais les bières acides, ça se vend plus du tout. Demain, on a quand même, on a tout un stock C'était barrique. Un stock, on ne sait pas quoi en faire, quoi. Alors que quand on a un mois de stock, on a juste de l'encours de production en cuve et après du stock pour 2 semaines. Oui, on dit l'acide ça se vend plus. Bon, mince, j'ai une pastry sour dans les cuves. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ça sera au pire, c'est une cuve que je perds, mais c'est pas 50 barriques d'immobilisé. Voilà. Qui sont là depuis je sais pas combien de temps. Donc voilà, est-ce qu'il faut brasser plus est-ce qu'il faut brasser plus ou est-ce qu'il faut brasser moins? Aujourd'hui, on est plutôt à réduire s'il y a 6 barriques qui sortent, on n'en remplit que 5 parce que ça diminue un petit peu la part légèrement, tranquillement. Tranquillement, on continue ça, mais je pense que de partir aujourd'hui de lancer une brasserie qui lancerait un gros programme barrique, soit il faut... Comme ça s'est vu il y a quelques années. Oui. Quand tu vois Popin, qui était déjà très très connu pour ses NEIPA et qui marchait très bien là-dessus, qui a lancé un programme de sauvage assez costaud, un chai qui est assez... oui, on l'a visité avec... il est avec lui, costaud. Il y a de quoi faire. Hein. Il a pour quelques années de stock tranquille, mais après ça faire maintenant, quoi. Mais comme nous, il est obligé. C'est parce qu'il a un marché international qui se permet aussi d'envoyer partout, de pouvoir faire du volume là-dessus, parce que si on se lance que sur du local et du direct. Alors peut-être du micro, il y a du micro, des choses très micro en vendant beaucoup en direct, c'est possible, mais c'est un peu, il faut vraiment être très très bon. Oui. Et puis comme tu disais, il y a plein d'acteurs qui sont lancés là-dedans. Donc finalement, le gâteau qui était déjà pas bien grand, finalement. Non, voilà. Et puis, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens aussi qui ont été un peu, qui a eu une petite hype dessus, des cavistes qui se sont rués un peu sur des produits qui ont un peu du mal à les vendre et qui ont été un peu douchés par le côté extrême de certains produits et par certains retours clients. Donc voilà, nous on tient bon la barre, mais on met un petit riz, comme on dit dans la voile, hein, on réduit très légèrement la voilure là-dessus, mais en tout cas on a des belles choses à sortir en septembre là avec des collabs internationales, une bière de garde qui avait bien plu à l'étranger, justement, qui sont curieux aussi de ces styles qui trouvent pas, en fait. Assez méconnu, finalement.
Ouais, et puis après, et du fruit aussi, puis on a quelques les grêpelles qu'on va commencer à faire, ou qu'on va recommencer à faire, mais ça, voilà, ça, moi pour l'instant, voilà, on se retrouve jamais avec des stocks sur les bras. Quand il y a les seules choses où on peut se planter des fois, c'est la répartition fût, bouteille, où voilà, on n'a plus de fût au bout d'un mois, et puis par contre, les bouteilles, on en a pendant 8 mois. Bon, c'est pas très grave parce que finalement, elles s'écoulent tranquillement. C'est des produits qui se gardent longtemps. Et après, nous, on ajuste après en fonction du marché. Mais c'est vrai, sûr qu'à un moment, on ne faisait que de la bouteille, et ça, quasiment que de la bouteille, et ça partait plus simplement. Puis maintenant, on a ajusté en faisant plus de fûts aussi, parce qu'il y a des bars qui continuent à avoir ça et à proposer ça pour justement se démarquer. Parce qu'aujourd'hui, les bars à bière aussi, c'est peut-être un peu plus difficile aussi pour eux de se démarquer avec la généralisation de la craft. C'est sûr. Vous recentrez un petit peu sur le local. Ouais. Comme je disais au début, là, on enregistre dans la guinguette de la Malpelon, qui est un peu la taproom, qui est alors pas le local accolé à la brasserie, mais à 20 mètres. Ouais, à 20 mètres, ouais. Alors, tu l'as ouvert quand la guinguette? La guinguette, c'était un peu en deux temps. On avait récupéré la partie, le côté stock. En fait, c'était des anciens bureaux. Il y avait une partie bureau, une partie stock, et avec une espèce de préau qui permet où l'ancien locataire entreposait du matériel et garer ses voitures. Et donc au départ, nous on a transformé ça, on a rajouté quelques tables parce qu'on avait commencé devant la brasserie à faire quelques soirées. On a mis quelques tables pliantes en terrasse. On a mis 2 tireuses froid sec, 2 petites tireuses, et on servait les gens à travers la fenêtre l'été, le vendredi soir. Et puis une cliente et voisine nous a proposé de travailler avec nous, de dire j'aimerais bien travailler à la brasserie au bar. Donc on a commencé à faire un premier bar dans le stock, et puis après on a réaménagé l'intérieur. Voilà, moi j'aime bien construire les trucs un peu au fur et à mesure. Donc ça fait deuxième hiver, on a passé 2 hivers à l'intérieur, et donc la brasserie elle a 3 ans. La taproom elle a à peu près 3, ça fait à peu près 3 ans qu'elle est ouverte, et puis ça continue à venir. On propose 7 bières à la pression, toute notre gamme en bouteille et en boutique, quelques softs, des softs artisanaux locaux, et on y fait quelques animations, concerts et autres et tout. Mais c'est une ambiance plus finalement un peu pub où les gens se rencontrent, les gens du coin se rencontrent, discutent l'un avec l'autre à côté, même s'il n'y a pas en France, on a un peu moins la culture comptoir. Oui, bien sûr. Mais on a nos habitués, puis les touristes brassicoles qui passent. Voilà. Le plus marrant, c'est des Coréens qui sont passés pendant leur lune de miel. Et je sais pas quelle idée il a eu, le gars, d'amener dans une petite zone artisanale sa chérie pour une lune de miel. Pour la lune de miel il était à Paris, Arles, et puis après il est passé à moi. Il est passé à la Vérune. Il est passé à la Vérune dans une petite staff room. Volontaire, il venait cibler. Oui. Alors c'était juste, exprès. il s'est dit, il y a de la bière ici, je vais. Il s'est pris en photo avec certaines bouteilles pour envoyer un copain à lui là-bas. Un mec qui connaissait du coup, voilà. Parce que t'exportes en Corée. Oui, parce qu'on a exporté quelques fois en Corée, ouais. Donc, il faut que j'y aille absolument. Voilà. Non. Voilà. Donc, et après, on a les gens du village. Ok. Ça t'apporte quoi d'avoir une taproom pour la brasserie? Est-ce que c'est... Alors pour la brasserie, c'est un débouché maintenant vraiment important. C'est aussi des retours directs sur les produits. Au moins, on voit aussi parce que souvent on envoie nos produits à droite, à gauche, n'ayant pas un gros marché local. On voit un peu moins vivre nos produits. Là, on les voit vivre directement avec les consommateurs. On disait un peu en off avant, on disait que Montpellier, t'as quand même un sacré vivier de brasserie. Ouais. Par contre, t'as pas forcément un énorme vivier de consommateurs de craft. Non, de craft pointu, pas tant que ça finalement. Même si on a quelques bars à bière tout à fait corrects et respectables. Mais par contre, voilà, c'est le truc à Montpellier, c'est la généralisation de l'artisanal local. Oui. Où
c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de bars à Montpellier où il y a que des brasseries artisanales locales. Oui. Ce qui n'est pas forcément si fréquent que ça dans les grandes villes. Ouais. Mais là, l'offre de brasseries, finalement, a peut-être démocratisé ce besoin, en tout cas, d'avoir des brasseries du coin. Oui, et la demande, certainement. Avec, puis, en plus, avec des brasseries de qualité, quand même. Voilà, on a vraiment des brasseries de premier plan. Oui, bien sûr. Donc oui, Montpellier n'ayant pas de grande culture bière initialement, tout le monde s'est retrouvé avec les meilleurs faiseurs de IPA de France. Voilà, et puis ça, bien sur les bières rustiques et sauvages, on est pas mal aussi. Oui, sur les IPA, on est pas mal aussi. Oui, sur les influenceurs, on est pas mal aussi. Ouais. Je suis pas encore installé à Montpellier, mais... Donc on a. Mais par contre, oui, en effet, pour le débouché bar à bière, c'est un peu moins. Ouais. Voilà, c'est un peu moins ça, mais pour le coup, donc là, avec ta taproom, tu crées un lien direct avec le client. Oui, voilà. Ouais. Est-ce que ça t'a permis de changer un peu certaines choses, tes manières de voir certaines bières En fait, moi, ça m'a rehaussé un peu la vision de ma gamme permanente aussi, parce que je vois que l'attachement des clients à certaines bières permanentes aussi. C'est vrai qu'il y a un côté, en effet, je vois pour les clients un peu frustrant ils se régalent avec une éphémère et puis après, elle n'y est plus. Et pourquoi elle n'y est plus j'aimais bien cette bière, elle n'y est plus, qu'est-ce que je bois maintenant quoi. Voilà, donc oui, comme on n'est pas un brewpub et qu'on ne peut pas proposer des brassins juste pour la taproom, on ne va pas refaire juste pour la taproom 2000 litres de petites bières fumées. Oui. Voilà, mais voilà, l'attachement à la Nova Saison, à la Blé Fenouil, à la Garde-Fou, voilà. Et en fait, on voit aussi qu'il y a un public qui aime pas forcément que les IPA aussi. Oui. Oui, parce que maintenant, quand tu as un peu la tronche tout le temps dans le milieu de la craft, tu vois quasiment que par l'IPA, mais en fait, même si ça s'est beaucoup démocratisé, c'est pas le produit le plus vendu et demandé finalement. Oh, l'ambrée a toujours un... Ah bah elle a une fanbase. Voilà, elle a une fanbase, voilà. C'est la bière des hommes. Ils sont moins nombreux à la consommer, mais ils sont bien engagés. Mon mari, je pense qu'il va prendre une ambrée. C'est une phrase que j'ai souvent entendue. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Dans la tête des gens, c'est plus fort, c'est plus... Je sais pas, moi, je sais pas ce que veut mon mari, mais je pense qu'il va prendre une ambrée. Voilà, bon, mais c'est... Et ouais, la garde-fou, et puis, mais par contre, on a un public féminin aussi, la garde-fou aussi. Voilà, pas de raison. Oui, et puis sur les bières fortes aussi, on a quelques buveuses de bière fortes. En fait, il n'y a pas vraiment de profil des gardes. On a pas mal des clients qui boivent des blanches. C'est très varié. Et alors, certes, la blonde et l'IPA restent les numéros 1 et 2 en vente. Mais voilà, on n'a pas de fûts qui traînent, même les sours, même les autres trucs, quand on en branche. Ça part. Ça part. Tout trouve son public, finalement. Oui. Et c'est ce qui fait un peu réfléchir aussi sur le choix un peu parfois directif dans les bars, de dire il me faut ci, il me faut ça. Oui. Mais en fait, sur la blonde, les gens sont assez ouverts quand même. Alors même ça, on a peut-être un peu un côté déformant d'être un endroit où les gens viennent pour la bière. Même si c'est des locaux qui viennent pour la bière, parce que je vois bien que quand c'est des gros groupes et avec des gens qui sont pas forts, qui viennent un petit peu... de force, traîner de force parce que c'est un repas d'entreprise, une sortie d'entreprise ou autre qui ils boivent que du vin, donc ceux-là on les voit un peu moins fréquemment, mais on n'a pas de gens qui grimacent parce que c'est la blonde, c'est une saison. Hein. Oui. Non. Voilà. Et doit pas forcément être une espèce de pale ale pas cher, bien sûr. à 3 € du litre. Nos tarifs, on a des tarifs corrects, mais moi je veux pas déprécier non plus mon produit en faisant du pas cher, en disant c'est fait en direct, donc c'est pas cher.
non plus comment ça se fait que dans tel bar, je la retrouve à tel prix et chez vous, je la retrouve à 50% moins cher. Non, c'est pas normal. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est pour ça que nous, on fait pas non plus des... Voilà, ça a un prix, c'est pas parce que c'est nous qui le faisons que... Non, le prix, les prix est honnête. Voilà, on a des prix corrects. C'est un aussi. prix normal pour une bière artisanale. En fait. Très bien. Bon, je pense que moi j'arrive un peu sur la fin de ce que j'avais préparé. Du coup, la clôture, c'est plutôt te demander quel est l'avenir de la Malpolon. Est-ce que tu as des choses dans les tuyaux à nous révéler, à spoiler, à annoncer? Non, pas de grands spoils. Par contre, voilà, on a des projets de faire notre petit projet de pierre forte et noire, un peu en dehors des sentiers battus, annuel ou tous les 2 ans, on essaie d'en faire 1 ou 2. Donc ça, c'est à venir. Les projets, je rêve d'une tournée en Asie, mais ça intéresse que moi. Mais c'est plus pour le plaisir. Et après, non, c'est de revoir un peu notre circuit de distribution. C'est plus des challenges commerciaux et d'installer et de fidéliser un peu la brasserie. Moi, la vision que j'ai, c'est plutôt de perdurer en tant que classique. Que d'arriver à tripler, quadrupler la prod. Oui, augmenter la prod un petit peu, ça serait pas de refus. Néanmoins, voilà, sans en gardant un peu notre esprit, notre façon de faire et d'être installé sur une bonne dizaine d'années encore comme un classique, incontournable. Mais voilà, comme a pu être Thirier, comme peut l'être certaines brasseries belges, comme les brasseurs de saison, des choses comme ça. Voilà. Mais pas de folie des grandeurs, peut-être une taproom ou 2 de plus, comme ça, pour aussi maîtriser un peu plus notre circuit de distribution. Mais voilà, c'est plutôt de avoir des clients fidèles, et d'être reconnu comme une valeur sûre, quoi, pendant quelques années encore. Très bien, voilà. Super. Merci Rémi. Est-ce que tu avais des choses à ajouter que j'aurais zappé, oublié? Non. Buvez des bières, quoi. Bonne bière. Voilà. Ah oui, si, le message que j'aimerais faire passer, c'est soyez curieux. Ah bah oui. Voilà, soyez curieux dans la bière. C'est vrai que on rentre dans le magasin et puis on se dit oh là là, c'est cher un peu, tout ça, mais est-ce que je vais me laisser tenter par quelque chose que j'ai jamais bu ou est-ce que je vais encore dépenser 8 € encore dans une canette d'IPA? Si c'est une Malpolon, ça vaut le coup, je pense. Mais voilà, allez découvrir des styles. Moi, je regrette qu'il y ait un peu moins des styles anglais qu'on voit pas du tout en France. Les styles allemands, il y a une certaine chaîne qui en vend encore où on peut trouver de la variété. Et c'est de plus en plus rare de trouver de la variété et de l'historique aussi. Cultivez-vous en bière, voilà. C'est ce que j'ai envie de dire surtout. Le message, c'est d'avoir de la culture bière. Et quand on aime la bière, c'est bien d'avoir de la culture bière parce que on peut apprécier les détails, après, il faut se faire plaisir, hein, c'est pas... C'est pas un loi. Il n'y a pas de problème à boire tout le temps un peu les mêmes choses, mais c'est de passer à côté des fois de choses intéressantes et de culture et de... Activer sa curiosité. Voilà, Voilà, donc buvez des bières anglaises traditionnelles, buvez des bières allemandes traditionnelles, des bières belges traditionnelles aussi, et puis faites confiance aux brasseurs artisans qui vous proposent des nouveautés, quoi. Super. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Rémi. C'était encore un bel épisode pour démarrer la saison 7. Et pour tous les auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, salut Rémi. Salut.